Bien, donc je vous propose de commencer dès maintenant. Donc nous reprenons ce qui était inscrit donc en fin de matinée là, sur la partie les nouvelles fonctionnalités SUP Helpdesk. Donc Pascal Aubry va nous faire le point sur ces nouvelles fonctionnalités. Comme on vous l'avait proposé tout à l'heure et suite à la présentation de la démarche projet, hein, on se réserve un petit quart d'heure donc suite à cette présentation pour que vous puissiez éventuellement poser des questions, hein, sur ce qui a été présenté et donner aussi votre avis sur la démarche qui est proposée. Donc Pascal, je te laisse la parole. Bien, comme on mange bien au Crous Mabillon, on va essayer de faire une présentation dynamique et on va la faire en démo, en live sur le site de Rennes 1. Il y en a toujours qui disent que le helpdesk c'est un gros truc, ça plante des fois. Moi je suis sûr que ça ne va pas planter, donc restez éveillés au cas où ça plante, on ne sait jamais. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis juin 2008 où on vous a présenté la version 3, on était en version 3.0, aujourd'hui on est en version 3.18. Avec en gros à chaque numéro de version mineure une fonctionnalité supplémentaire qui a été ajoutée suite au retour qu'on a eu de la version 3. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a des choses pour les administrateurs, il y a des choses pour les gestionnaires et il y a des choses pour les utilisateurs. Pour les administrateurs, la plupart des choses importantes sont issues des évolutions de Subcommons qui continuent à évoluer. La première chose, c'est qu'on a de base, de manière native dans le Subcommons, un accès mixte JNDI, JDBC. C'est-à-dire qu'automatiquement, le Subcommons détecte si on est en batch ou en requête web et s'appuie sur JDBC pour le batch, sur JNDI, c'est-à-dire sur un pool de connexion Tomcat pour les requêtes web. On a noté avec cette amélioration une évolution vraiment significative de la performance en ce qui concerne l'accès aux données, en plus de la surveillance sur Lambda Prod. On a un modèle PRG, je vais en parler tout de suite. Il faudra que... Voilà. Bon, tout ça, je l'ai dit. Ça se configure par des propriétés, comme dans le Subcommons. Il suffit de dire le nom du contexte de la ressource JNDI qu'on utilise. Et puis pour le reste, c'est de l'URL JDBC. Bon, ça n'effraie personne. Le modèle PRG, c'est un truc qui ne se voit pas en fait dans l'application, mais c'est un truc fondamental pour resituer un petit peu le problème. C'est le problème du reload et du back sur les applications web, où pour éviter ça, dans le modèle JSF, on utilisait un tag redirect dans les règles de navigation qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de mettre, puisque de manière native, encore une fois, dans le Subcommons, on utilise ce modèle post redirect get. Ce qui fait que quand on fait un back sur un get, en fait, eh bien, on n'a pas la problématique de reposte des données qu'on avait précédemment. Et donc ça, c'est valable pour toutes les applis Subcommons. Les filtres spam, c'est quelque chose qui a été intégré suite à une question de Brigitte Valert. Au dernier The Subdesk, tu étais à la même place d'ailleurs, tu n'as pas bougé. L'idée, c'était que lorsqu'on alimentait le helpdesk à partir d'une boîte à lettres en lecture automatique par IMAP, on pouvait engranger du spam dans le helpdesk, ce n'était pas forcément souhaitable. Donc on a rajouté des choses pour repérer le spam avec des modèles de, comment dire, des patterns, quoi. Par exemple, ici, si le sujet commence par crochet, spam, crochet, on sait que c'est du spam, donc on ne va pas l'intégrer dedans. Alors on peut avoir des traitements différents, on peut soit supprimer, soit éventuellement créer dans une catégorie dédiée au spam pour éventuellement faire une relecture si on a besoin. Voilà, dernière chose pour les administrateurs, là on va essayer d'aller voir ça sur une petite démo. Les règles de visibilité, c'est quoi? C'est les règles qui disent, en fonction du profil des utilisateurs, quels sont les services que voit l'utilisateur. C'est très important dans le contexte du helpdesk, puisqu'on a des structures complexes, et donc on va, à l'aide de ces règles-là, dire qui voit quoi. Alors donc, je suis administrateur, là, connecté sur le helpdesk de Rennes 1, je vais aller dans la partie qui s'appelle « Visibilité des services ». Voilà. Ce qui a changé, c'est qu'avant, tout ça, c'était un fichier de configuration en XML. Dans la version actuelle, c'est stocké dans la base de données. Et ce qui change surtout, c'est qu'on va manipuler toutes ces règles de manière graphique. Alors, je vais passer tout de suite sur les fonctionnalités avancées de la visibilité des services. Vous voyez ici que vous avez des règles, alors des conditions définies par l'administrateur. Je vais en déplier une pour que vous voyez ce que c'est. Par exemple, je vais en prendre une plus compliquée.
celle-là par exemple. La condition personnelle Université de Rennes 1 user, c'est un et de 2 conditions qui est ici l'attribut LDAP UR1 type entrée égale à pers et quelque chose d'autre. Voilà. Ce qui a changé donc, c'est qu'on peut manipuler ces règles de manière graphique. On peut, bon, je vais pas le faire pour pas aller taper sur l'instance de Rennes 1. On va par exemple tester quels sont les services visibles pour l'utilisateur POBRI à la création de tickets. On a aussi, on peut dire que par exemple pour le tableau de bord, il pourra avoir d'autres services, etc. Donc pour la création de tickets, je vais faire tester ici. Et ça va me dire automatiquement dans la partie gauche quelles sont les règles qui sont évaluées à vrai ou à faux, avec éventuellement un peu de détails. On va nous dire pourquoi est-ce que c'est évalué. Vous voyez, celle-là est vraie, celle-là est fausse, c'est un et, donc c'est faux, etc. Ça vous permet vraiment de bien débugger vos règles de manière graphique. Ça, c'est les conditions qui sont définies. Ensuite, on a des règles. Par exemple, cette règle ici dit que si la condition gestionnaire de service et user machin, vous voyez que c'est des règles assez compliquées chez nous, on a un profiling assez fin sur les services, eh bien on va ajouter les services qui sont là et le résultat de la règle apparaît ici. Donc ça vous permet vraiment de bien débugger vos règles, qui était une partie un petit peu complexe dans la partie précédente. Il fallait aller modifier le fichier XML, relancer une tâche Ant, enfin c'était assez compliqué. Vous pouvez faire ça en live sur votre configuration et lorsque c'est prêt, vous pouvez seulement là la sauvegarder dans la base de données. Bon, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir modifier les règles à chaud sans redémarrer l'application, évidemment. Ça, c'était pour la partie administrateur. Là où il y a le plus d'apports, c'est pour la partie gestionnaire. Alors d'abord, on va pouvoir récupérer des profils d'utilisateurs. En fait, on a ajouté pour les gestionnaires une partie utilitaire. Et à partir de cette utilitaire, les gestionnaires vont, par exemple, pouvoir tester l'accès au portail pour un utilisateur, par exemple celui-là, voilà. Vous faites tester et puis vous voyez tout ce qui remonte, c'est-à-dire vous voyez quels sont les attributs de l'utilisateur, vous voyez à quel groupe il appartient, etc. etc. Ça, c'est des petits utilitaires, mais qui sont très très appréciés par les gestionnaires. On peut faire la même chose au niveau de l'annuaire LDAP. Voilà. On peut avoir aussi, je la montre quand même, une récupération personnalisée d'informations sur les utilisateurs avec une petite classe de personnalisation là au niveau de Rennes 1. Ici, on va pouvoir dire en plus quels sont les services qui sont vus par les utilisateurs à la création d'un ticket, etc., etc. Et puis beaucoup de choses. On peut rajouter des liens. Bon. Toujours pour les gestionnaires, une amélioration du tableau de bord. Le tableau de bord, c'est certainement la page du helpdesk sur lesquelles les gens passent le plus de temps. Donc c'est là qu'ils ont eu le plus de requêtes par rapport à la version 3.0. Alors on va se placer sur le tableau de bord, le voilà. Je vais passer en interface gestionnaire. Voilà, donc ce qui est nouveau, c'est simplement ce rafraîchissement automatique qui était présent à la version 2, qui, j'avais l'impression, n'était pas utilisé, et puis forcément c'était utilisé, donc on est obligé de le remettre. C'est configurable évidemment dans les préférences des gestionnaires. Ce qui a changé aussi au niveau du tableau de bord, c'est ici la possibilité de sélectionner, par exemple, une fois qu'on a sélectionné un service, ici CRI central, d'aller avoir quelque chose d'un peu plus fin, soit les catégories auxquelles on appartient, soit toutes les catégories, soit certaines catégories en les choisissant. Voilà. On peut même éventuellement choisir un des gestionnaires pour savoir qui gère les tickets. Si je veux voir les tickets gérés par Pascal Aubry, je vais les avoir ici normalement. Bon, j'affichais que ceux qui étaient gérés, donc ça n'a pas changé. Voilà, c'est tout sur le tableau de bord. C'est des petites choses qui ont été rajoutées, mais qui sont intéressantes pour les gens qui passent, on s'en est rendu compte, 3-4 heures par jour sur le helpdesk. C'est des trucs qu'ils apprécient vachement. Les réponses préenregistrées, ça c'est un truc de feignant, c'est-à-dire qu'il y en a qui en avaient marre de retaper leurs réponses. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des réponses enregistrées. C'est ce qu'on appelle les canned responses dans les gestionnaires à la SourceForge par exemple. Alors on a des réponses globales, par exemple ici si je veux demander de l'information supplémentaire à un utilisateur, je vais pouvoir utiliser cette réponse-là
qui me dit « Bonjour, pour compléter votre programme, machin ». Et puis bon, ça nous fait une petite trame. Là encore, on est au niveau du gadget, mais quand on utilise beaucoup le helpdesk, c'est très appréciable. Et puis ça évite les réponses des fois un petit peu laconiques qui ne sont pas toujours très appréciées des utilisateurs. Donc ça évite les « comprends pas, tu peux dire plus » ou voilà. Alors ça, c'est les réponses globales, hein, comme c'est marqué ici, au niveau donc de l'application. On peut aussi avoir des réponses par service. Ici, on a une réponse pour le service IFSI qui on renvoie vers le CRI central, qui est une réponse habituelle pour des problèmes qui sont rentrés au niveau d'un service puis transférés à un autre. Et puis, on a des réponses privées. Par exemple, moi, j'utilise une petite réponse de temps en temps qui est transfert à un collègue. Ça m'évite d'avoir à lui dire « à toi ». Voilà. Voilà, bon, ces petites réponses, vous les avez à chaque fois que vous intervenez sur les tickets. Je vais prendre par exemple ce ticket-là. À chaque fois que je vais faire une action dessus, par exemple, je vais ajouter un commentaire ici. Je vais avoir les réponses enregistrées qui sont ici. Je vais cliquer dessus et je vais choisir la réponse enregistrée, par exemple, transfert à un collègue. Voilà, je transmets votre demande à machin et c'est parti, quoi. Les rapports quotidiens, ça c'est un truc pour les gestionnaires qui veulent tous les matins, par exemple, quand ils arrivent au boulot, avoir un état des tickets des services dont ils sont gestionnaires. Ça va leur permettre de recevoir ce genre de mail, c'est un peu petit. Hein. Ici, par exemple, on va lui afficher les tickets gérés par l'utilisateur dans le service CRI central. Il n'y en a pas dans les catégories membres. Et puis pour le service IFSI, j'ai choisi d'afficher tous les tickets. Donc les voici ici. Ce sont les tickets ouverts hein, qui viennent dans les rapports journaliers. Ce qui est intéressant surtout sur cette fonctionnalité, c'est que c'est complètement configurable par l'utilisateur eux-mêmes. On fait vachement gaffe aux effets de spam. Donc c'est à chaque fois l'utilisateur qui spécifie lui-même ce qu'il reçoit comme mail. Alors par exemple ici, on voit que pour le service CRI central, je veux les rapports des tickets dont je suis membre de la catégorie ou géré, hein, c'est ce qui a marqué ici, je veux les recevoir à 8 heures. Et puis éventuellement, si je vais manger à 12 heures, je peux choisir d'avoir un rapport à 13 heures, éventuellement de l'avoir même le week-end, de le tester. Et puis si je suis gestionnaire de plusieurs services, je peux choisir ici de grouper les rapports dans un seul courrier électronique pour avoir, encore une fois, moins de courriers. Les statistiques, alors ça c'est le truc qui a été le plus demandé par les utilisateurs, les statistiques. On a ajouté les statistiques, on va vous en faire voir quelques-unes. Il y en a pas mal, vous allez voir. Alors les statistiques, ça se passe ici. Ce sont des pages qui sont disponibles pour les administrateurs de l'application et pour les gestionnaires des services. Chaque gestionnaire voit les services dont il est gestionnaire, les administrateurs voient tous les services. Alors ici par exemple, je vais demander une statistique qui est l'historique de création des tickets. Je précise ici que ça se passe depuis le début du helpdesk, donc ici pour nous depuis octobre 2004. Et on a un affichage qui doit être par mois. Voilà. Alors on peut, je ne vais pas vous faire toute la démo, mais on peut faire varier tous ces critères pour obtenir des choses un petit peu plus fines. Alors on a d'autres séries de stats. On va pouvoir savoir à quelle heure les tickets sont créés ou bien par jour de la semaine. Ça peut être intéressant ici de voir que l'après-midi du sport, le jeudi, n'a aucune incidence sur les services. Il y a autant de tickets ce jour-là que les autres et donc ça ne sert à rien de mettre un gestionnaire de moins en entrée pour traiter les services. Par exemple, hein, j'imagine un peu. Voilà. On peut voir si ça s'est amélioré en faisant par exemple sur le mois écoulé pour voir si ça se passe, bon, etc. etc. Hein, on a vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là, au niveau des statistiques. Elles sont très très riches. Si vous voulez savoir quels sont les utilisateurs les plus créateurs de tickets, on dit, tout le monde aura compris. Voilà, vous avez le top 10 des créateurs ou bien le top 50. Vous pouvez avoir une statistique intéressante sur l'historique du temps de réaction. Le temps de réaction, c'est le temps entre le moment où l'utilisateur poste un ticket et le moment où un gestionnaire va intervenir sur le ticket. On sent que pour les utilisateurs, c'est une donnée très très importante, ça. Alors sur le mois écoulé, en général, c'est pas terrible, il vaut mieux le faire sur des stats plus longues, c'est plus intéressant. Et on se rend compte qu'il y a eu du boulot de faire N1. Sur cette stat, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on a fait vachement plus gaffe au temps de réaction. Ça fait assez plaisir de voir ça.
On a aussi un temps qui est intéressant pour l'utilisateur, qui est le temps de résolution du ticket, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre la création du ticket et puis la fermeture du ticket. Et encore une fois, on voit qu'il y a eu du boulot de fait, puisqu'on a une courbe plutôt descendante. Voilà, il reste encore quelques tickets. On peut par exemple aller voir l'état des tickets. On peut faire plein de choses. On peut enlever les tickets archivés, voilà, comme ça. Bon, on peut faire plein de choses. Je vous laisserai découvrir tout ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces calculs de stats qui nous paraissaient un petit peu durs à implémenter, ça réagit très très bien. Tout ça, c'est calculé en temps réel en fait dans l'appli. Donc ça répond plutôt bien. Voilà, il y en a d'autres, hein, vous les découvrirez. Vous pourrez voir par exemple par service quels sont les plus vieux tickets des utilisateurs qui n'ont pas été traités, ce qui est aussi un truc très très important. Une petite notion, quelque chose qui nous avait été remonté, c'est que quand on change un ticket de service, parfois les utilisateurs perdent la visibilité sur ce ticket en fonction des règles. Et donc on a ajouté cette notion d'invité permanent. En gros, tout ticket qui va passer dans un service, on va pouvoir dire qu'il est visible par un utilisateur même quand ça continue, en lui donnant le rôle d'invité sur le ticket. Et tout ça, c'est fait automatiquement. On va par exemple pouvoir voir... Je vais aller dans les services, voilà. Je vais aller dans le service, on va aller sur Cribolieu, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Donc je vais aller éditer le service Cribolieu et je vais voir en haut à droite les invités permanents. Donc ici, il n'y en a pas. En cliquant sur ajouter un invité permanent, je peux faire une recherche LDAP et puis ajouter cet utilisateur au niveau du service. Les invitations par groupe, c'est la possibilité d'inviter plusieurs utilisateurs à la fois. Pareil, pour les gens qui s'en servent tous les jours, c'était quelque chose d'important. Et ce sera dans la version 3.19, donc celle qui sortira a priori vendredi. Donc voilà, ça c'était pour les choses qui se passent au niveau des gestionnaires, qui sont les utilisateurs les plus assidus du helpdesk. Maintenant, pour les utilisateurs, quelques nouveautés et quelques améliorations. Au niveau des nouveautés pour les utilisateurs, la possibilité pour eux de bookmarker, de mettre des signés sur des tickets. Alors les signés apparaissent sur l'onglet signés. Ici par exemple on voit que j'ai mis des signés sur 5 tickets. La manipulation des signés est très très simple, hein. Il suffit de cliquer ici pour enlever le signet. Et lorsque vous êtes sur un ticket, je vais en prendre un n'importe lequel. Alors déjà quand vous êtes sur le tableau de bord, vous voyez les tickets ici dans la colonne à gauche qui sont enregistrés en signé, ça vous permet d'y aller plus vite. Et puis si vous allez sur un ticket ici, pour le rajouter en signé, il suffit de cliquer en bas à gauche en faisant ajouter un signé. Voilà qui est fait. Et lorsque vous allez sur vos signés, le signé que je viens d'ajouter, il est ici. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très pratique pour que les utilisateurs retrouvent très vite des tickets favoris, on va dire. Une autre nouveauté pour les utilisateurs, c'est l'historique des tickets. C'est quelque chose qui nous a été demandé aussi, qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est la semaine dernière. À chaque fois que je vais voir un ticket, en fait, ça va rester dans cet historique. Et c'est une manière que les utilisateurs trouvent assez pratique. Bon, ah oui, j'ai vu quelque chose dans un ticket, ça fait pas longtemps, je regarde là-dedans et je le retrouve très très vite. Voilà. Enfin, une dernière chose au niveau des nouveautés pour les utilisateurs, c'est la possibilité pour les gens notamment qui ont besoin de se déplacer, pour les services techniques qui font l'intervention sur bâtiment pour changer des lumières, etc. Ils aiment bien quand ils partent en balade et qu'ils n'ont pas de portable avoir une impression de leur ticket. Et bien, quand vous vous mettez sur un ticket, on va aller sur celui-là par exemple, lorsque vous mettez sur un ticket, il suffit de cliquer sur imprimer et vous obtenez... Vous devez désactiver les pop-up bloqueurs, donc on va le faire. Option autoriser les pop-up. Et donc si je clique sur imprimer, voilà, ça m'affiche quelque chose avec un look qui rappelle un petit peu tout ce qu'il y a, des propriétés, vous faites OK et ça part sur votre imprimante. Vous pouvez aller dépanner le néon qui ne va pas. Pour les utilisateurs, l'amélioration se fait au niveau du tableau de bord. En fait, depuis le tableau de bord ou bien depuis n'importe quelle page, vous pouvez rentrer ici le numéro d'un ticket. Je vais rentrer le ticket 1000, par exemple, et vous atterrissez directement sur le ticket. Ça, c'est un truc pareil qui est assez apprécié.
Et puis, vous l'avez certainement vu, lorsque l'on fait des transitions entre les pages, lorsque par exemple je vais changer de page, vous voyez un petit truc qui clignote au milieu ici, avec un truc veuillez patienter, et puis l'écran qui s'opacifie un peu. Alors il y a du look, mais il y a aussi du fonctionnel. On s'est rendu compte qu'un truc qui faisait planter les portlets en JSF, c'était les doubles actions. C'est-à-dire je clique, toc, je reclique. On a vu que ça faisait planter. Bon, en fait, il y a du look, c'est un petit peu plus joli, mais il y a surtout du fonctionnel, on ne peut plus double-cliquer, et ça nous a fait sauter pas mal d'exceptions dans l'application. Voilà, et bon, juste un détail, c'est qu'il y en a qui n'ont pas aimé le truc qui clignote en plus du message, ils ont dit c'est trop, donc tous les utilisateurs peuvent ici spécifier la manière dont la transition se fait entre leurs pages. Bon, quand ils m'ont demandé ça, je me suis dit ils exagèrent, mais comme on aime bien nos utilisateurs, on l'a mis quand même. Voilà. Un dernier truc, ce qui concerne les utilisateurs, la création des tickets. On peut maintenant mettre des icônes personnalisées par service ou par catégorie. Je vais me placer dans la peau d'un utilisateur qui entre un ticket. Là, encore une fois, on est au niveau du look. N'empêche que tout ce qui peut être fait au niveau du look de l'application qui améliore son ergonomie, on le fait. Donc par exemple, pour le service IFSIC, on s'est amusé à mettre des icônes ici qui correspondaient en gros à ce que les utilisateurs allaient mettre comme ticket. Voilà. Bon, c'est un petit détail. Et puis quelque chose, alors je ne sais plus sur quelle partie, je vais essayer de vous le faire quand même. On a une possibilité, c'est au niveau de chaque service ou de chaque catégorie, de lier la catégorie au FAQ. Et en fait, quand l'utilisateur va entrer un ticket, on va lui proposer automatiquement, ici en haut à droite, on va lui proposer automatiquement des FAQ dans lesquels il va pouvoir éventuellement trouver les réponses à ces questions. Là, je l'ai mis avant-hier pour la démo. Voilà, il suffit de cliquer ici et on a éventuellement des choses qui vont empêcher des tickets en donnant la réponse tout de suite à l'utilisateur. Ça, c'est aussi intéressant. Donc en fait, au niveau des propriétés de chaque catégorie, on va pouvoir lier ça vers des éléments de FAQ. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est des nouveautés de SupHelpDesk, il y en avait quand même quelques-unes. Là où je suis plutôt content, c'est que sur la page To-Do du projet, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été intégrées. Il en reste quelques-unes. Il reste la version 3.19, donc ajouter plusieurs invités à la fois. Et puis une autre fonctionnalité qui est la chiboulisation du helpdesk, qui peut être intéressant dans les contextes UNR par exemple, etc. Donc c'est quelque chose qui va être fait. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect fonctionnalité. Pour finir vite, l'incubateur Jazzig, donc la conférence Jazzig Spring 2009 a lieu du 1er au 4 mars à Dallas. Et l'incubateur Jazzig s'est mis en route en novembre 2008, quelque chose comme ça. Et bon, je vais là-bas, entre autres, pour finaliser ça, c'est-à-dire que l'application SupHelpDesk devrait être la première application à rentrer dans l'incubateur Jazzig. Qu'est-ce qu'on espère de ça? On espère plus de visibilité pour le projet, plus d'exploitants, parce qu'on espère bien, bon, j'y vais aussi pour faire de la démo là-bas, pour essayer de vendre entre guillemets le produit, avec une espérance qui est plus de contributions derrière, toujours dans l'optique d'améliorer le produit. Ça c'est pour le projet. Pour le consortium, c'est aussi un bon prétexte pour nous d'avoir plus de visibilité. Et puis de resserrer les liens avec Jazzig. Vous savez que Jazzig, c'est uPortal, c'est CAS, et c'est vrai que quand on va discuter avec les développeurs, les relations hors discussion présentielle par mail sont toujours beaucoup plus faciles après, surtout quand on a bu une bière ensemble, ça se passe toujours mieux. Voilà, c'est tout pour le helpdesk. Brigitte, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Question sur la démarche projet, parce que je vois que l'heure tourne. Il y a encore beaucoup de présentations cet après-midi. Donc s'il y a quelques questions là, sur la démarche projet présentée par Pascal ce matin, c'est maintenant, et ensuite on enchaîne sur la présentation de Nuxeo. Donc est-ce qu'il y a des questions sur la démarche projet présentée ce matin? Ah bah voilà.
donc j'ai plus besoin de me présenter. Pour la démarche projet, justement, l'interrogation, c'est de savoir c'est quoi en fait, c'est une enveloppe financière, des moyens humains. Enfin, est-ce que vous avez déjà une idée de comment ça va se concrétiser en fait? Bien, comme vous l'avez vu ce matin, on a donné tout un ensemble d'objectifs sur l'évolution de la structure du consortium. Alors il y a tout un ensemble d'activités, les conférences en font partie, les ateliers, la diffusion, tout le travail à faire sur l'évolution des packaging. Donc tout ça, ça a un coût aujourd'hui pour les équipes. Et ensuite, donc, on a fixé un objectif de renforcer la mutualisation. Donc ce que l'on va faire, c'est sur le budget de la structure, donc qui va être lié au nombre d'adhésions, bien sûr, et c'est pour ça que j'encourage tout le monde vraiment à adhérer rapidement à la nouvelle structure. On définira donc une enveloppe budgétaire pour le soutien au projet. Et sur les critères qui ont été donc présentés ce matin, c'est d'identifier qu'il y a vraiment un projet mené avec un intérêt commun. Quelles sont les forces qui sont déjà proposées par les porteurs de projets sur un établissement ou un groupe d'établissements, et s'il y a un besoin complémentaire dans un objectif justement d'améliorer le packaging, la documentation, et accélérer la réalisation de ce projet qui est en attente, dans ces cas-là, je veux dire, on apportera une aide financière que l'on attribuera donc à l'établissement porteur du projet à travers une convention. On va tout simplement appliquer les modèles classiques qu'on utilise dans les universités par exemple numériques thématiques, où on fait des appels à projets et on retient des projets sur des priorités et des actions qui concernent l'ensemble de la communauté, et ensuite on affecte une aide pour la réalisation du projet, mais en ayant derrière, comme l'avait présenté ce matin Pascal, un comité de suivi qui garantit que le projet s'exécute bien dans les objectifs du consortium et de l'intérêt bien sûr de la communauté. Merci. Bien, donc encore merci Pascal.